Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, 17h à Azerbaïdjan. Le journal Bourama Traoré. Les titres. À Azerbaïdjan, 120 pays donnent de la voix. L'heure est venue de tourner définitivement la page du néocolonialisme. Ils sont réunis pour une conférence internationale. Le Mali est cité en exemple en matière de lutte pour le respect de sa souveraineté. Réalisation des forages au Mali quand les normes sont foulées aux pieds. La plupart de ces infrastructures sont réalisées en violation totale des textes en vigueur. La Direction nationale de l'hydraulique veut sévir. C'est le grand format de cette édition. À Kita, les populations ne se bousculent pas devant les centres de révision des listes électorales. Le constat est fait par le gouverneur de région à l'issue d'une visite de terrain qui appelle à une mobilisation autour de l'opération. Tisser des liens pour tisser l'avenir, c'est l'intitulé d'un vernissage sujet de la chronique Culture et Société de ce samedi. Le cocktail de couleurs et de saveurs vous sera servi en fin d'édition avec Alpha Maïga. Sport, les quarts de finale de la Ligue africaine de football de la CAF se poursuivent. Au même moment, les championnats en Europe reprennent après deux semaines d'arrêt. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Direction Azerbaïdjan où se tient la conférence internationale des pays non alignés sur le néocolonialisme et la violation des droits de l'homme. Le Mali est cité en exemple en matière de gouvernance et du respect de sa souveraineté. Les récits de nos envoyés spéciaux à Azerbaïdjan, Sira Batili et Tchedja Kamara. Azerbaïdjan, nous sommes dans le Caucase du Sud entre l'Europe et l'Asie. Une ancienne république soviétique, c'est ici à Bakou, sa capitale, que les représentants des 120 pays non alignés se sont donné rendez-vous pour dire non au néocolonialisme et à la violation des droits de l'homme. Des centaines de pays souffrent de cette domination économique avec l'exploitation de leurs ressources naturelles par des colonisateurs toujours présents dans la gouvernance de leurs anciennes colonies. Les Nations Unies ne réagissent pas et il y a urgence à sauver les droits des citoyens de ces pays. C'est le combat que mène Bakou Initiative Group, une organisation internationale de défense des droits de l'homme basée à Bakou. Abbas Abbasov de Bakou Initiative Group. Bakou Initiative Group a une fonction de faire la résistance contre le néocolonialisme et après de soutenir tous les pays qui ont subi, soit politiquement, soit économiquement. Troisième conférence donc sur le néocolonialisme marquée par des témoignages et l'histoire des peuples africains, martiniquais, guadeloupéens ou kanaks de la Nouvelle-Calédonie. Ces peuples ont tous fait le déplacement de la République d'Azerbaïdjan pour se faire entendre. De leur discours, il ressort que les populations africaines déportées ont construit ces pays. Le temps du divorce est arrivé et le Mali est cité en exemple et soutenu par la conférence. Server Alphonsine, participant de la Guyane. Nous nous sentions solidaires à ce peuple, d'autant plus qu'on a étudié aussi le drapeau du Mali, qui ressemble pratiquement, qui a les mêmes couleurs que notre drapeau, et les couleurs ont pratiquement les mêmes significations. Donc il y a un lien. Et nous pensons, nous, qu'il faut que l'Afrique soit complètement libre, et tant que l'Afrique ne sera pas complètement libre, nous-mêmes ne serons pas libres. Alors le président malien se bat aujourd'hui pour cette souveraineté. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est une très bonne chose. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y a d'autres pays africains qui n'ont pas encore compris cette utilité de se mettre ensemble. Heureusement que le Burkina Faso l'a compris, que le Niger a compris, que la Guinée a compris. Mais nous soutenons le peuple. Nous voudrions que tous les peuples d'Afrique se réveillent comme ça et balance pratiquement les dictateurs qui sont là, les marionnettes de la force qui sont là, pour mettre à la tête des gens comme Assimi Goïta, pour mettre Ibrahim Traoré, etc. L'Afrique a besoin de cette unité pour former un bloc et l'appel est fait aux autres pays de rallier le mouvement. L'initiateur du concept Négro-Évolution fonde beaucoup d'espoir sur ce projet. Emmanuel Argot, auteur du concept Négro-Évolution. Ce que nous souhaitons, voir comment on met en place, et je vais très loin, un tribunal spécial contre les crimes de la colonisation. On ne peut pas accepter, comme ce qui s'est passé par exemple au Mali ou ailleurs, où l'occupant, quand il s'en va,
il s'en va, il brûle tout, il part avec tout et les gens sont sans rien. Mais l'exemple du Mali est ce qu'il faut faire et j'ai supporté ça, je soutiens ce que le Mali fait. Alors quand vous dites ça en France, bon, bien entendu, vous êtes voué aux gémonies. Notre lutte n'est pas une lutte contre le peuple français, mais contre la politique française. Témoignage des Antilles, de la Bretagne, de la Corse, du Maroc, de l'Algérie et de l'Éthiopie. Il dénonce l'imposition de certaines réformes par la France. Bakou, Sira Bachili, Tchadja Moussa Kamara pour l'ORTM. Nous restons hors du Mali. En Égypte, 31 pays et 3 organisations internationales participent ce samedi à un sommet consacré à la crise de Gaza. Ce sommet doit également réunir les leaders du monde arabe et de Méditerranée, ainsi que des représentants des pays du Conseil de sécurité. L'objectif recherché est d'empêcher une escalade de la guerre à Gaza et sa transformation en conflit régional. Et pour réaliser cet objectif, l'Égypte veut obtenir le soutien des maximum de pays pour appeler à la conclusion d'une trêve entre Israéliens et Palestiniens. Une trêve qui permettra de faire parvenir l'aide humanitaire aux 2 millions de Gazaouis qui manquent de tout aujourd'hui. Justement, les premiers camions sont entrés ce samedi dans la bande de Gaza depuis l'Égypte par la porte du poste frontière de Rafah après 15 jours de siège total. Quelques 175 camions pleins sont massés à Rafah dans l'attente de l'ouverture du point de passage. Les 2 millions de Gazaouis, pour moitié des enfants, survivent sans eau, ni électricité, ni carburant depuis qu'Israël a mis en place un siège total après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. En RDC, la commission électorale déclare recevable les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre prochain. La liste publiée hier doit encore être examinée par la Cour constitutionnelle. La liste définitive des candidats sera connue le 18 novembre à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. Parmi les candidatures provisoires figure celle du président sortant Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à un nouveau mandat de 5 ans. Face à lui, l'opposition aligne plusieurs poids lourds, notamment le docteur Denis Mukwege, Moïse Katumbi ou encore Martin Fayoulo. Le Sénégal suspend une vente aux enchères en France pour acquérir des biens de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. En tout, plus d'une centaine d'objets font partie de la collection qui devait être mise aux enchères ce samedi à Cayenne. Des bagues, des montres, mais aussi des décorations militaires ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor. Dans un communiqué rendu public hier, le président Macky Sall avait demandé à ce que ces objets puissent être achetés par l'État du Sénégal pour préserver la mémoire et le patrimoine du père de la nation. L'ensemble de ces objets sont détenus par un particulier. Au Burkina Faso, 2 journalistes écopent chacun d'une amende d'1 million de francs CFA assortie de sursis. Ils ont été condamnés suite à la publication d'un article dans lequel ils accusent l'actuel ministre de l'économie, les directeurs généraux des impôts et des douanes d'avoir fait perdre 98 milliards de francs CFA au pays au cours d'une transaction jugée non transparente avec la société minière Yamgold et Essakana. Les directeurs de publication et les journalistes auteurs de l'article ont été reconnus coupables de diffamation et complicité de diffamation. Nous restons au Burkina Faso où l'épidémie de dengue a fait 214 morts depuis le 1er janvier, principalement dans la ville Ouagadougou, dans la capitale Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. C'est ce qu'a annoncé jeudi le gouvernement burkinabé. Pour répondre de façon efficace à cette situation sanitaire, certaines actions ont été prises, parmi lesquelles la gratuité des tests de dépistage rapide au niveau des structures publiques de santé. Une campagne de pulvérisation de produits anti-moustiques a été aussi lancée dans les 2 villes touchées. Retour au Mali, vous le savez déjà, ce mois d'octobre appelé Octobre Rose est consacré à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Pour inciter davantage les femmes au dépistage, une vaste campagne d'information et de sensibilisation est en cours à travers les pays. Ici, à Bamako, toutes les femmes ne sont pas dans cette logique. Si certaines se soumettent volontiers à ce diagnostic, d'autres n'ont jamais tenté. Awa Adama Koulibaly est allée à leur rencontre. Centre de santé communautaire de Bozola, il est 10h ce mercredi 18 octobre. Une dame de 45 ans vient à l'hôpital ce jour pour une cause bien précise. Appelons-la Adjara. Je suis à l'hôpital pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Régulièrement, je fais le dépistage. À quelques kilomètres de là, au marché de fruits Namasadangan, une vendeuse de nourriture a l'esprit tranquille. Elle est également à jour de ce dépistage du cancer féminin. J'ai fait les 2 dépistages. C'était à l'hôpital Gabriel Touré l'an dernier. Le médecin me conseille les 10 dépistages chaque 2 ans. Le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus peut sembler presque naturel pour de nombreuses femmes, mais pas pour toutes.
Fanta, du haut de ses 60 ans, est dans ce lot. J'ai eu écho, mais sincèrement, je n'ai jamais fait le dépistage. Abibatou Touré, vendeuse de Vax. Je n'ai pas connaissance du cancer, quand bien même les gens en parlent. Je ne me suis jamais soumise au dépistage. Salimata Traoré, vendeuse de fruits. Je vois certaines femmes en souffrir. À vrai dire, je n'ai jamais pensé au dépistage. Dans le CESCOM de Bozola, l'engouement des femmes pour le dépistage du cancer du sang a baissé. Manque d'informations ou manque de volonté, à entendre certaines femmes, la négligence pourrait bien être la cause réelle. Je me suis dépistée une seule fois. Là aussi, j'ai manqué de temps pour récupérer les résultats. Beaucoup d'autres comme moi demeurent indifférentes. Ça m'inquiète peu, car je n'en souffre pas et aucune de mes connaissances non plus. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est la devise des hommes. À défaut de se rendre à l'hôpital, l'autopalpation est fortement recommandée par les médecins pour prévenir le cancer du sein. Aujourd'hui, la ville de Bamako couvre à 70% le dépistage des cancers dits féminins, un pourcentage qui doit s'étendre à l'étendue du territoire pour diminuer le taux de décès annuel. Oui, Adama Koulibaly, pour diminuer le taux du décès annuel, la sensibilisation doit être renforcée auprès des filles des camps des déplacés. En attendant, les pensionnaires du centre Mabile en commune 6 de Bamako reçoivent d'importants dons de la part du département en charge de la famille et ses partenaires. Le geste vise à soulager les bénéficiaires, nous dit Fanta Mamanyentao. Des cartons de petits pois et d'huile, 30 sacs de riz, 200 kits de dignité, 200 kits hygiéniques, 100 kits scolaires et 3 pains wax pour chacune des 197 filles, y compris les frais de couture. Ce sont là les dons offerts aux filles des familles déplacées des sites du centre Mabile et de Niamana par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires. Les filles sont très heureuses de cette donation. Aïssata Diallo, représentante des filles déplacées des sites du centre Mabile et de Niamana. Nous sommes très contentes de cette donation. Merci d'avoir pensé à nous et que Dieu vous bénisse. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Le concours du commissariat à la sécurité alimentaire ne fera jamais défaut pour accompagner le ministère dans ce genre d'initiative. Les plus hautes autorités du Mali travaillent ardemment à créer les conditions de leur retour, de leur rétablissement dans leur tiroir, dans leurs foyers initiaux. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille rassure pour préserver l'intérêt supérieur des enfants, notamment les filles du Mali. Youssouf Barayogo, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. Nous avons bien voulu organiser cette cérémonie à leur intention, surtout les filles, pour qu'elles puissent s'entraider entre elles et ensuite continuer à croire que le Mali est derrière elles et qu'ensemble qu'on peut apporter tout l'appui nécessaire et qu'on peut réussir. L'UNICEF, le PAM, la COMAD, l'AMI Sahel restent engagés aux côtés du Mali et de son peuple pour trouver ensemble des solutions durables à l'insécurité alimentaire. Un mot de l'actualité régionale. À Kita, les populations ne se bousculent pas devant les centres de révision des listes électorales. Le gouverneur de région a fait le constat au cours d'une visite sur le terrain. Cette activité annuelle est couplée à la remise des cartes biométriques et sécurisées. Les chefs de l'exécutif régional sonnent donc la mobilisation pour la réussite de ces opérations. De la capitale de l'Arachide, nous appelle Mahamadou Aliou Bari. De la commune rurale de Kofeba à celle de Boudofo, en passant par la mairie de la commune urbaine de Kita, les opérations de révision annuelle des listes électorales et de remise des cartes biométriques sécurisées se poursuivent normalement. C'est le constat fait par le chef de l'exécutif régional. Les commissions administratives sont sur place, mais l'affluence est timide. Moussa Keïta, président de la commission de révision à Kofeba. Si on essaie de comparer par rapport aux autres années, on dit que le niveau n'est pas aussi élevé parce que les gens ne viennent pas. Il va falloir relancer, leur dire de venir pour cette opération de révision. Seydou Sidibé, maire de la commune urbaine de Kita. Je lance un appel à toute la population de la région de Kita de sortir massivement pour retirer leur carte d'électeur parce que sans la carte d'électeur, vraiment, ça n'ira pas.
Ces opérations sont exécutées par des commissions administratives dont les membres sont désignés par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et les partis politiques. Ces commissions sont chargées de la validation du transfert et de la radiation. Karim Santara, président de la commission de révision à Boudofo. Depuis le début des opérations, les partis politiques ont été informés. On les a demandé quand même d'informer leurs militants pour qu'ils puissent enfin sortir massivement pour faire cette opération qui est capitale pour la réussite des élections. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment c'est un peu lent. Les gens viennent timidement. Kone Kadja Sissi, conseillère à la mairie de la commune urbaine de Kita. Je lance un vibrant appel à la population de Kita pour aller retirer leur carte biométrique à la mairie de Kita. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Cette activité de confection du fichier électoral pour qu'il soit fiable et inclusif. Nous avons encouragé la population à sortir massivement pour faire ses devoirs citoyens. Pour ce qui concerne les retraits des cartes biométriques qui est une instruction, dans une commune comme Boudefou, nous sommes à plus de 80% de retraits des cartes. Il ressort de cette visite que dans la région de Kita, le nombre de transferts à l'intérieur est de 786. 949 décès ont été enregistrés. En ce qui concerne la validation est de 949 personnes et le nombre inscrit sur la liste électorale au niveau de la région est de 199 583 électeurs. Quant au retrait de la carte biométrique sécurisée, il est à hauteur de souhait selon nos interlocuteurs. Kita, Mohamed Ali Bari Nuhun Kamara Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. À Bamako, comme à l'intérieur du pays, les forages poussent comme des champions, avec un dénominateur commun, la recherche de l'eau potable. Mais beaucoup de ces forages ne répondent à aucune norme. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement et la santé humaine. La Direction nationale de l'hydraulique dit attendre l'adoption de son document de politique par le gouvernement pour sévir les brebis galeuses. C'est le grand format de cette édition, signé Fousseni Tunkara. Selon un adage tamashek, Aman Iman, l'eau c'est la vie. Cette ressource naturelle indispensable pour l'être humain est obtenue à travers plusieurs techniques, parmi lesquelles la réalisation de forages. Cette façon de faire est aujourd'hui très courante ici à Bamako et à l'intérieur du pays. La question est de savoir si ces multiples forages sont réalisés dans les normes. Abdoulaye Tamboura, directeur national adjoint de l'hydraulique. C'est fait vraiment anarchiquement, souvent. Personne n'est associé. Surtout, ce qui est notre souci principal actuellement, c'est surtout les forages privés que les gens réalisent chez eux et dans les champs, ainsi de suite. Pour réaliser un forage, le travail ne se fait pas au hasard. Il faut des préalables. Abdoulaye Tamboura, directeur national adjoint de l'hydraulique. Normalement, avant de réaliser des forages, que ce soit un projet, que ce soit un particulier, on doit chercher d'abord une autorisation de réalisation. Et il y a des procédures qui sont définies dans ce décret-là. On appelle le décret 0483 PRM du 11 juin 2004, fixant les conditions et les procédures d'obtention des autorisations et des concessions sur les eaux. Cette étape administrative est suivie de la phase de réalisation du forage qui répond aussi à des exigences. Dr Souri Diallo, chef option hydraulique à l'ENI. Pour réaliser un bon forage, il est d'abord nécessaire de faire l'étude géophysique pour localiser le forage. Dans cette recherche-là, c'est la recherche des failles, des endroits où les eaux souterraines coulent, où se trouvent. C'est ça qu'on appelle l'étude géophysique. Et quand vous trouvez le point, le coût même du forage dépend de ça. Donc ça va aller à quelle profondeur? Très souvent, on doit faire l'étude géophysique avant même de conclure le marché d'abord. Les géophysiciens. Donc, sortant de géologie, peuvent faire ces études. Ceux qui sortent ces étapes s'exposent naturellement à des risques selon nos spécialistes. Abdoulaye Tamboura, directeur national adjoint de l'hydraulique. Si le forage n'est pas dans les normes, l'ouvrage peut s'effondrer. Il peut y avoir éboulement, ça veut dire, parce que souvent, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de enfants de forêt, ils font des trous nus. Mais la conséquence la plus grave, c'est la pollution des ressources en eau. La pollution de l'eau du forage, avec les eaux de ruissellement, les eaux des toilettes. Donc, quand on prend le cas de Bamako, c'est la zone de socle où l'eau circule seulement sur les fractures qui existent au niveau des roches. Il se peut aussi qu'il y a les nappes qui sont peu alimentées. Si on réalise plusieurs forages, au fil du temps, il se peut qu'on achète la nappe peut-être asséchée. Maintenant, c'est là où il y a des conséquences graves sur la nature. Dr Souri Diallo, chef option hydraulique à l'ENI. Mais l'autre inconvénient qui est très grave que nous constatons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles.
Moi, je fais mon forage, je viens seulement faire la demande, il y a les procédures que je respecte. Le foreur vient, il fait mon forage. Lui va arrêter à la profondeur qu'il s'est convenu entre nous. Mon voisin, l'autre vient, qui a un peu de moyens par exemple, et qui est un peu exigeant, donc lui va demander à forer. Si l'autre là s'était arrêté à 60 mètres, le voisin vient jusqu'à 80 mètres. Et en cas de pénurie, qui aura plus d'eau? C'est celui qui a 80 mètres. Donc le premier déjà qui a investi ses sous, finalement n'aura pas d'eau. Pour certains, cette prolifération des fourrages, surtout quand le travail est fait anarchiquement, peut aboutir à un tremblement de terre. Une thèse pas totalement partagée par notre spécialiste en hydraulique, Dr Souri Diallo, chef option hydraulique à l'ENI. À mon point de vue, unanime, ça ne tient pas beaucoup. Mais il faut être regardant. Parce que le tremblement de terre aussi n'est pas parce qu'il y a des trous seulement dans le sol. C'est dû à certains phénomènes magmatiques qui se passent dans le sol. Donc moi je pense qu'il est temps quand même de prendre ce problème-là au sérieux, que les spécialistes se prononcent, faire le rayonnement de la ville et dans chaque localité, quels sont les forages, les profondeurs surtout de forages qu'on va réaliser. La lutte contre l'implantation anarchique des forages reste l'une des missions de la Direction nationale de l'hydraulique pour le bien-être de la population. Au dire du directeur national adjoint de la structure, la direction sera confortée dans cette lutte quand son document politique sera adopté par le gouvernement. Ce générique annonce donc la page sport. On connaîtra ce soir l'affiche de la finale de la Coupe du monde de rugby à l'issue de la seconde demi-finale qui oppose l'Afrique du Sud à l'Angleterre. La compétition se tient en France. Football, les quarts de finale de la Ligue africaine de la CAF se poursuivent. Au même moment, les championnats en Europe reprennent après 2 semaines d'arrêt. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famou Djourti. La Ligue africaine de football de la CAF a démarré ce vendredi 20 octobre 2023. Le premier match de la nouvelle compétition, comptant pour les quarts de finale aller, n'a pas connu de vainqueur. Simba de la Tanzanie recevait Al Ahly d'Égypte. Les deux clubs se sont quittés sur un score de 2 buts partout. Le match retour se jouera le 24 octobre au Caire. Les quarts de finale se poursuivent ce samedi, avec à l'affiche Petro Atlético d'Angola Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud à 15h30 temps universel. Les deux derniers quarts de finale se jouent demain dimanche 22 octobre. Les oppositions sont les suivantes: Tout-Puissant Mazembe de la RDC Espérance de Tunis 14h et Enimba du Nigeria Wydad Athletic Club du Maroc à 18h. Toujours en football, les championnats européens ont repris ce vendredi 20 octobre après la trêve internationale. Pour ce samedi, 3 affiches sont à suivre, notamment en Ligue 1, en Première Ligue et en Liga. Chelsea-Arsenal, le derby du nord de Londres. Ce sera ce samedi 21 octobre à 16h30 dans le cadre de la 9e journée de Première Ligue. Les Blues ont connu un début de saison poussif en championnat. 6 matchs, 1 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Chelsea est actuellement 11e de Première Ligue. De l'autre côté, les Gunners se présenteront à Stamford Bridge en tête du championnat avec 20 points à égalité avec Tottenham. Avant la trêve internationale, Arsenal avait battu 1-0 Manchester City. Les Gunners voudront certainement surfer sur ce succès pour venir à bout de Chelsea. Nice-Marseille à 19h, un déplacement périlleux pour l'OM. Le GC Nice est invaincu en championnat, 4 victoires, 4 nuls et possède la meilleure défense, 4 buts encaissés. Les Aiglons sont allés même s'imposer sur les pelouses du Paris Saint-Germain 3-2 et à l'AS Monaco 1-0. Face à la meilleure défense de Ligue 1, l'OM aura encore du pain sur la planche. Dans une crise depuis quelques semaines, les Olympiens ont enchaîné plusieurs matchs, 6 matchs sans victoire. Finalement, le club phocéen s'en sort avec un succès contre le Havre avant la trêve internationale. La tâche reste tout de même ardue face aux Aiglons qui sont très difficiles à manœuvrer. En Espagne, le leader le Real Madrid affronte ce samedi à 16h30 en déplacement le FC Séville. Il s'agit d'un match très important et compliqué pour les deux équipes. Pour Séville qui a besoin de points et qui affronte une équipe qui n'en a laissé filer que 3 après 9 matchs disputés. Mais aussi pour le Real Madrid qui souhaite maintenir le rythme en Liga. Ce déplacement à Séville est souvent périlleux pour le Real Madrid qui n'a pas de bons résultats historiquement. En 79 matchs au Sanchez-Pizjuán, les Merengues n'ont gagné que 27 matchs pour 15 matchs nuls et 37 défaites. Des statistiques qui démontrent la difficulté du défi de cet après-midi. On termine avec le rugby. L'Afrique du Sud affronte l'Angleterre ce soir en demi-finale du Mondial 2023. Une équipe anglaise que les Springboks avaient battu 32-12 en finale du Mondial 2019 au Japon. Les Springboks avaient remporté par la même occasion leur 3e titre mondial. Afrique du Sud-Angleterre, seconde demi-finale du Mondial de rugby 2023, c'est ce soir à 19h au Stade de France. En première demi-finale jouée ce vendredi, la Nouvelle-Zélande a dominé l'Argentine 44-6. Les All Blacks ont inscrit 7 essais face aux Pumas pour se hisser en finale. Ils tenteront de décrocher un 4e sacre planétaire face à l'Angleterre ou l'Afrique du Sud. Chronique culture et société. Dans le viseur de notre chroniqueur culturel, les arts plastiques, objets d'un vernissage, avec comme thème tisser des liens
Tisser l'avenir. L'auteur est un artiste et surtout engagé dans la recherche d'une écriture contemporaine des objets africains. Ce rendez-vous culturel riche en couleurs nous est raconté dans la chronique Culture et Société signée Alpha Maïga. Dans ce vernissage, Tisser des liens, tisser l'avenir, l'artiste a reçu son inspiration avec ses œuvres. Il fait ouvrir les yeux sur tout ce qui nous entoure. Mais c'est indispensable de tisser des liens. Cheikh Diallo, auteur, artiste. Quand on est créateur, on s'adresse à une société et cette société vous envoie des codes et des signes. C'est la fraternité qui fait bouger les choses. Les liens sont importants, qu'ils soient d'amitié ou familial ou même professionnels. C'est toujours important d'avoir les liens pour pouvoir continuer à exister. Tisser les liens. Souleymane Ouelegem, artiste plasticien. Ça veut dire vivre ensemble, ça veut parler de la cohésion sociale, ça veut parler de l'entraide, et ça veut parler de la paix. Ces créations poussent à la thématique tisser des liens, tisser l'avenir. Des chaises inspirées des nasses des pêcheurs, de la teinture sur la peau pour recouvrir des meubles, de l'utilisation de cordelettes plastiques rouges et noires pour cacher le métal forgé. Le sang est rouge. Le rouge, c'est synonyme de la vie. On le trouve aussi sur le drapeau du Mali. C'est créer des objets pour leur rendre la vie un peu plus commode en observant de près leurs souhaits, leurs désirs. Je suis designer, je suis censé trouver des solutions aux problèmes du quotidien du Mali en termes d'espace. C'est la matière. L'être humain a été créé par le bon Dieu avec la matière. La nature qui nous donne aussi, qui nous a légué aussi, et on doit les magnifier aussi, on doit les transformer pour que ça soit utilitaire. C'est ça l'avantage du design. Des œuvres qui invitent à être plutôt écoutées qu'à être regardées selon l'artiste. Savoir regarder, c'est beaucoup de choses. Regarder, c'est analyser, c'est comprendre avant tout. Et quand vous comprenez, je pense que vous pouvez avancer dans la vie. Tisser des liens pour espérer tisser l'avenir, tels sont les messages des œuvres quand on les parcourt. C'est avec la société où il doit parler, à travers ses œuvres. Quand tu touches la société, tu touches le nerf de la guerre. La société est à la base de tout. On est en société, on vit en société, on travaille en société et on fait tout en société. Le projet entête depuis plusieurs années l'artiste engagé dans la recherche d'une écriture contemporaine des objets africains. Le message, c'est qu'il faut croire à ces artistes. Sans la culture, sans l'art, il ne restera pas grand-chose. L'art, c'est la vie, la culture, c'est son véhicule. Cheikh Diallo, c'est plus de 40 ans d'expérience. Cette dernière œuvre lui sert de rétroviseur pour contraindre les jeunes à s'affirmer et du coup construire leur carrière, car le Mali a besoin d'une nouvelle génération d'artistes plasticiens. Les yeux peuvent apprécier mieux que notre voix, car tout est art, tout est inspiration. À 13h passées de 28 minutes à Galé dans la région de Kita s'achève cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Abdul Aziz Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Abse Traoré, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués pour vous dire qu'il n'y aura pas de journal interrégional aujourd'hui. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.